Bonjour, donc on va voir la dernière session de la journée avec les communications adultes. Donc il y aura 4 communications et je vous incite à rester par la suite parce qu'on aura un petit point sur les tables rondes. Donc même si vous n'avez pas personnellement table ronde, mais que vous avez des suggestions de travaux pour la suite, c'est important pour qu'on puisse avoir des communications qui intéressent le plus grand nombre pour les années à venir. La parole est à vous, Cécile Roscope. Alors, je vais vous parler de l'antéversion pelvienne, qui est un paramètre qui est un petit peu boudé dans la littérature si on compare avec son opposé, la rétroversion pelvienne. Si on fait une petite revue de la littérature un peu rapide, on retrouve quand même quelques articles qui sont quand même plutôt récents dans l'histoire de la chirurgie du rachis. Et on voit que l'équipe de Roussouli et M. Roussouli ont décrit dans la population asymptomatique une antéversion pelvienne dans le groupe 3AP, qui correspond à 16% de la population asymptomatique, qui correspond à des patients qui sont jeunes, avec une incidence pelvienne qui est basse et une longue lordose lombaire, c'est-à-dire qui remonte assez haut au niveau thoracique. On a décrit dans un article récent là, de l'équipe bordelaise que l'antéversion pelvienne est aussi assez fréquente dans la population des adolescents idiopathiques et que ça ne doit pas être un critère de réduction chirurgicale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas descendre au bassin si vous voyez une antéversion pelvienne. Maintenant, quand on regarde les adultes déformés, les grosses séries, même si ce n'est pas le critère principal analysé, on a quand même une certaine tendance à l'augmentation de la complication mécanique chez les patients antéversés, probablement parce que c'est des patients âgés avec des mécanismes de compensation diminués ou des pathologies de hanches ou des atteintes neuromusculaires type Parkinson, etc. Il y a même un article sur le GAP score dans le JBJS de l'équipe ISSJ qui a montré un taux augmenté de 2,5 sur le risque de complications mécaniques, notamment les PGK. Donc nous, notre question, c'était de savoir est-ce que l'antéversion pelvienne à 6 semaines avait une incidence sur l'apparition de complications mécaniques à 2 ans de suivi. Donc c'est une étude rétrospective sur un recueil de données prospectives de la database de l'ISSJ. Les critères d'inclusion sont les critères de l'adulte déformé classique avec un suivi à 2 ans. On s'est arrêté à 2 ans. La définition de l'antéversion pelvienne, on en a fait un article précédent et on a défini que la méthode la plus appropriée pour mesurer l'antéversion pelvienne, c'était la version pelvienne relative qui est décrite dans le GAP score, définie comme plus de 5 degrés. Donc on est parti de plus de 2000 patients et on arrive seulement à 84 patients antéversés à 6 semaines post-opératoires. On a des antéversés qui restent antéversés, on a 38 patients, et on a des non antéversés, donc des normaux ou rétroversés, qui deviennent antéversés pour 46 patients. Pour les données préopératoires, on voit que c'est une population qui est quand même assez jeune, 25 et 35 ans pour les deux groupes. Au niveau démographique, c'est plutôt des jeunes femmes avec des scolioses idiopathiques pour 80% côté antéversé, 62% côté non antéversé. Et donc les variables chirurgicales sont un peu similaires parce que par corrélation, c'est les mêmes interventions chirurgicales. Ce qui est intéressant dans les données préopératoires radiographiques, c'est que dans la population antéversée préopératoire, on retrouve un petit peu le profil que l'équipe Roussouli avait décrite avec une incidence pelvienne qui est normale ou basse, avec une longue lordose lombaire, et donc une antéversion pelvienne. Notre population antéversée correspond à la population asymptomatique, on a à peu près 13%. Bon, c'est une donnée un peu parmi tant d'autres. Concernant les données post-opératoires, donc on a une amélioration du COB, encore une fois, c'est parce qu'on a traité des idiopathiques. Et ce qu'on voit, c'est que les non antéversés qui deviennent antéversés à 6 semaines, enfin en post-opératoire et qui le restent après, ont un profil sagittal qui redevient équivalent à ce qui est antéversé en préopératoire dans la population antéversée. C'est-à-dire que cette population-là
augmente sa lordose lombaire, augmente l'antéversion pelvienne, augmente la pente sacrée. Donc on revient un petit peu à un profil sagittal un peu typique de l'antéversion pelvienne. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, est-ce qu'ils sont plus compliqués? C'est-à-dire que maintenant qu'on est en post-opératoire, on a imposé à nos patients par la chirurgie une antéversion pelvienne. Est-ce qu'ils compliquent davantage? La réponse est non. Il n'y a pas de plus de complications mécaniques, il n'y a pas plus de PJK post-opératoire. Là, on a une petite différence significative sur des complications mineures, mais qui, à mon sens, n'est pas très pertinente. C'est les déhiscences, les désunions cicatricielles, les effusions pleurales. Enfin, c'est un melting pot de toutes les complications mineures qui, à mon sens, ne sont pas pertinentes ici. Donc, pour conclure, la particularité de cette étude, c'est que c'est la première étude qui analyse l'antéversion iatrogène, donc secondaire à une chirurgie, dans une population qui n'était pas en préopératoire. Cette population n'a pas montré un taux plus élevé de complications mécaniques et notamment n'a pas montré plus de PJK. Ces résultats sont favorables, pourraient être expliqués par le fait qu'on a une population qui est quand même assez jeune, avec des capacités de compensation. On peut se dire quand même qu'avec des rachis vieillissants, finalement, on perd l'antéversion pelvienne, on perd nos capacités de compensation, et donc là c'est vraiment applicable finalement à une population qui est assez jeune. L'antéversion pelvienne iatrogène n'est pas liée à une fixation pelvienne, donc c'est pas la chirurgie qui a fixé le bassin en antéversion pelvienne, mais bien une compensation du rachis souple à une réduction de la scoliose idiopathique de façon appropriée. Merci. Vous voulez qu'on fasse les questions maintenant ou on fait... Oui. L'antéversion pelvienne ne fait pas... Alors, c'est sûr que là, les choses s'entremêlent un petit peu. Quand tu as une scoliose avec une rotation vertébrale thoracique, tu as une lordose très longue avec le point d'inflexion très haut et tu ne sais pas très bien ce qui est pathologique et qu'est-ce qui est normal et lié à la croissance. Pour toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu nous donnerais comme recommandation dans ces scolioses principalement thoraciques, comment tu appréhendes la part, si tu veux, physiologique? Est-ce que ça se répercute dans ton choix de la LIV, par exemple? Non, pas du tout. Là, c'est plutôt des remarques descriptives qu'on fait un peu a posteriori, après une chirurgie. Non, le message principal, c'est que justement, l'antéversion pelvienne est quelque chose de physiologique et que ça ne doit pas impacter les décisions chirurgicales, ça ne doit pas modifier, en tout cas, les niveaux instrumentés. Ça ne doit pas descendre à une fixation pelvienne si on est sur des scolioses idiopathiques lombaires. Non, ça ne doit pas modifier nos pratiques par rapport à ça. Non. Oui. Exactement. Après là, en fait, on récupère un équilibre sagittal finalement physiologique, le fameux 3 antéversé de Roussouly. Donc théoriquement, mais encore une fois, c'est des suppositions, il faudrait les suivre 50 ans. On suppose que ces patients, on les ramène dans une population avec un équilibre sagittal qui redevient physiologique, et effectivement, ils vont perdre leur antéversion pelvienne, mais on leur laisse des niveaux mobiles et des capacités de compensation qui vont finir par probablement perdre avec le temps, et probablement qu'on va les prolonger en fixation pelvienne, mais c'est trop sévère de les fixer en pelvien pour cette raison, pour une anticipation pour laquelle on n'est pas certain encore à l'heure actuelle. J'aurais juste une question. Vous avez regardé si la correction qui avait été faite correspondait au type de dos qu'on attendait? Parce qu'on pourrait imaginer que si on redonne trop de syphose par rapport à l'incidence pelvienne du patient, il est l'obligation de forcer la lordose. Et donc, un des mécanismes de compensation, ce serait d'augmenter l'antéversion. Exactement. Non, on n'a pas comparé avec les types de dos pour savoir si on forçait un type de dos ou pas. Oui. C'est plutôt, encore une fois, une analyse qu'on a vue après coup.
C'est pas en tout cas, on n'a pas vu que c'était l'hypersyphose qui faisait qu'on avait une plus grande lordose, mais c'est plutôt la correction en lien avec la déformation initiale. On obtient une lordose qui est plus haute, avec un point d'inflexion qui est un peu plus haut, et on se retrouve avec des lordoses, des incidences pelviennes basses, et pour autant des lordoses qui montent haut, quoi. Il y a des questions là-bas. Est-ce que vous avez vu un lien existant entre cette antéversion du pelvis et une position générale du patient? Moi, ce que je vois souvent chez les ados, c'est ces patients en antéversion, ils sont souvent en tilt postérieur. Parce qu'en fait, ils ne se servent pas de leur musculature pendant un temps, ils se posent complètement en arrière. Ah, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. On n'a pas remarqué ça. On a vraiment fait des analyses radiographiques avec les paramètres classiques. Je suis pas sûre qu'on ait retrouvé cette impression-là chez nos patients antéversés. On n'a pas de tilt postérieur. Ils ont un équilibre qui est plutôt bien, quoi. Merci. Donc, deuxième communication, le mismatch entre incidence pelvienne et rétroversion du bassin. Donc, bonjour à tous, merci de me permettre de présenter notre travail réalisé en collaboration avec la SFCR. Donc, la scoliose est une déformation dans les trois plans de l'espace. L'équilibre sagittal est un paramètre majeur qui fait l'objet de nombreux travaux de recherche ces dernières années. Une étude récente réalisée par la SFCR a montré qu'au cours de la croissance, l'augmentation de l'incidence pelvienne et de la version pelvienne précédait la lordose lombaire et la syphose thoracique. Ainsi, notre problématique était de savoir qu'en était-il chez les scolioses idiopathiques de l'adolescent. Pour ce faire, nous avons ajouté à cette cohorte d'enfants sains des scolioses ayant bénéficié d'une radiographie EOS biplanaire préopératoire. Nous avons repris la classification de maturation osseuse en fonction de l'âge, de la fusion du cartilage en Y et du test de Risser. Étant donné que nous n'avions qu'un faible nombre de scolioses avec un cartilage en Y ouvert, nous avons décidé d'exclure les plus jeunes enfants. Ainsi, nous retrouvions in fine 1598 scolioses et 691 témoins. Nous les avons ensuite divisés en 3 groupes selon les stades de maturation osseuse, à savoir le groupe 1, Y fermé, Risser 0 et 1, groupe 2, Risser 2, 3, et groupe 3, Risser 4, 5. L'angle Cobb moyen était de 61 degrés. À noter qu'il n'y avait pas de différence significative sur l'angle de Cobb chez ces 3 groupes. Voici la répartition des types de Lenki de la population scoliotique avec 55% de Lenki 1. Pour ce qui est des paramètres pelviens, l'incidence pelvienne était plus importante chez les scoliotiques par rapport à leurs témoins, quel que soit le groupe. Il en était de même pour la pente sacrée, qui était systématiquement significative dans les 3 groupes. La version pelvienne était augmentée chez les AIS uniquement dans le groupe 1, mais de moins de 2 degrés. À noter qu'au sein des groupes AIS et témoins, il n'y avait pas de différence de paramètres pelviens entre les 3 groupes, autrement dit, elles étaient stables au cours du temps. Une hyperlordose lombaire était retrouvée chez les AIS dans les 3 groupes. Cependant, celle-ci était modérée par rapport à l'augmentation de l'incidence pelvienne, obligeant les scoliotiques à chercher au-dessus pour se rééquilibrer. Les AIS présentaient une hyposyphose thoracique dans les 3 groupes, majoritairement aux dépens de la syphose thoracique médiale et distale. Le témoin de ce nouvel équilibre est la proximalisation du point d'inflexion thoracolombaire chez les AIS, majoritairement entre T9 et T11. Il en résulte une projection postérieure de la SVA de C7 chez les AIS dans les groupes 2 et 3, alors que l'on ne retrouve pas de différence significative d'ODHA entre les scoliotiques et leurs témoins, quel que soit le groupe de maturation osseuse. Nous ne retrouvions pas d'impact ni d'influence du sexe sur les paramètres pelviens chez les scoliotiques. L'hyperlordose lombaire était plus marquée chez les filles scoliotiques. Enfin, que ce soit chez les scoliotiques ou leurs témoins, la SVA de C7 était systématiquement projetée en arrière chez les filles, et ce, dans les 3 groupes.
Nos résultats montrent une augmentation de l'incidence pelvienne et de la pente sacrée, ce qui n'a pas été retrouvé systématiquement dans la littérature. Ceci peut s'expliquer par le fait que les scoliotiques étaient souvent appareillés avec des témoins du même âge et non du même stade de maturation osseuse. L'hyperlordose lombaire chez les scoliotiques n'est pas non plus franchement retrouvée dans la littérature, ce qui peut s'expliquer par son caractère modéré dans notre série, aux alentours de 3 degrés. Ceci marque finalement l'épuisement de la réserve d'extension lombaire, obligeant les scolioses à se rééquilibrer au-dessus pour lutter contre la projection vers l'avant du bassin. Ainsi, on retrouve une hyposyphose thoracique associée à une projection de la SVA de C7 en arrière pour se rééquilibrer. Nous pouvons résumer nos résultats dans le schéma de droite. Lors de la poussée de croissance pubertaire, les AIS présentent d'emblée une incidence pelvienne et une pente sacrée importante, projetant le tronc vers l'avant. La réserve d'extension lombaire est rapidement épuisée, obligeant les scoliotiques à se rééquilibrer au-dessus. En témoignent l'hyposyphose thoracique et la proximalisation du point d'inflexion pour permettre de reculer la SVA de C7. Notre hypothèse est que la rotation vertébrale est le dernier levier permettant de maintenir l'équilibre sagittal chez les AIS. Notre étude présente cependant des limites. Du fait de notre recrutement préopératoire, nous n'avions que très peu de patients avec le cartilage en Y ouvert, ce qui ne nous a pas permis d'étudier les scolioses plus jeunes. Le caractère préopératoire nous limite également dans l'interprétation de nos résultats, car nous ne pouvons pas conclure à une évolution des paramètres sagittaux au cours de la croissance chez les scoliotiques. Enfin, nous avons choisi de regrouper toutes les scolioses, quel que soit le Lenki, ce qui représente également une limite. Pour conclure, il s'agit d'une des plus larges séries comparant des AIS avec des sujets sains. Les scoliotiques présentent une incidence pelvienne et une pente sacrée plus importante et plus tôt que leurs témoins. L'adaptation à leur dose lobaire étant limitée, cela oblige le rachis à chercher de nouveaux mécanismes compensateurs. Notre hypothèse est la suivante. La rotation vertébrale pourrait être un des mécanismes d'adaptation pour restaurer l'équilibre sagittal global et compenser la projection antérieure du tronc induite par le bassin chez les patients scolotiques. Je vous remercie de votre attention. Des questions dans la salle ? On a discuté un peu de ce travail avant parce que c'est un travail multicentrique de la SFCR, de quasiment toutes les personnes qui sont là pratiquement. Mais je pense que ce qui est quand même très remarquable, c'est qu'il y a quand même une différence, une très grande différence d'incidence pelvienne. Oui. Alors l'hypothèse, effectivement, qu'il y a des plus grandes incidences, que les bassins soient un petit peu plus, ce soit un peu plus rond avec plus de lordose, c'est une chose. Après, comme l'a dit Cécile juste dans la communication avant, il y a aussi une proportion de jeunes qui ont des petites incidences et des bassins antéversés. Donc c'est le fameux type 3, donc il y a probablement les deux dans la cohorte, hein. Là tu n'as pas fait le distinguo. Non. Mais ce qui serait peut-être intéressant de regarder en complément, c'est de regarder la réserve d'extension au niveau du bassin, voir s'il n'y a pas une rétraction pelvifémorale de la capsule antérieure, du psoas, etc., qui empêche un peu cette rétroversion et donc qui provoque peut-être cette rotation vers l'avant de tout le complexe pelvi-fémoral et de ce fait au-dessus, cette longue lordose. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais ça vaudrait peut-être le coup sur quelques cas, à partir de la base de données, de retourner peut-être dans les radios et les données sources. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Oui, je ne vous cache pas que ça me perturbe un peu. Découvrir que l'incidence pelvienne est plus importante chez les patients scoliotiques, c'est quelque chose. Mais d'ici déduire que la scoliose, c'est un mécanisme de compensation du déséquilibre de profil, je pense que c'est une déduction. Il y a des pièces intermédiaires qui manquent. Je vois pas. C'est pas parce qu'on a une incidence plus importante qu'on doit corriger notre profil, qu'on va tourner les vertèbres. Donc ça, avant de le dire de cette manière-là, je pense qu'il faut le confirmer. Parce que c'est un peu contre tout ce qu'on nous avons appris. On a appris ce matin qu'il faut remettre en question les choses, mais là, c'est une remise en question trop brusque. Voilà, c'était juste ce commentaire que j'ai dit. Ça reste une hypothèse, mais c'est vrai que chez ces patients-là qui sont en préopératoire, donc qui ont bien avancé dans la maladie, on trouve une incidence pelvienne qui est plus élevée. Alors c'est vrai que 6 degrés, c'est pas énorme, mais ça représente 10% par rapport aux témoins.
Donc c'est un travail de recherche qu'on va essayer de poursuivre, notamment peut-être avec des enfants qui ont une scoliose un petit peu moins importante, pour voir où ils en sont par rapport à leurs témoins. Mais la cohorte d'enfants sains nous permet de bien comparer ces scoliotiques avec des témoins, pas forcément juste sur l'âge, mais aussi à parier sur leur groupe de maturation osseuse, ce qui paraît d'être un petit peu plus fin, je pense, dans l'analyse. Je voulais juste faire le point sur le plan statistique. L'association entre deux paramètres, ce n'est pas forcément une causalité. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé une association entre deux paramètres, c'est qu'on peut parler que l'un est la cause de l'autre. Oui, pour avoir un lien de causalité, il y a beaucoup d'autres paramètres à étudier. Moi, je voulais un petit peu appuyer dans ce sens-là aussi, pour deux raisons. Je pense que j'aurais lu votre papier, vos résultats, j'aurais fait l'interprétation inverse. C'est-à-dire qu'on sait que les scolioses ont des incidences pelviennes plus importantes qu'attendues. Et en fait, ce qui peut se passer à l'inverse, c'est que la scoliose, c'est quelque chose qui donne un dos plat. Quand j'ai un dos plat, je vais avoir moins de lordose. Et à un moment, il faut que je compense. Parce que je risque de partir en avant sur une incidence pelvienne donnée. Donc je suis obligé d'augmenter cette incidence pelvienne. Vous voyez ? Et l'autre argument qui me fait penser ça, c'est que quand je vois des gens qui commencent à être cantocormiques, qui tombent en avant en sujet âgé, parce qu'ils ont perdu leur lordose petit à petit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un dos plat, mais ils ne font pas de scoliose. Alors, justement, si l'incidence pelvienne varie chez les personnes cantocormiques, c'est-à-dire qu'elle recommence à travailler. Elle recommence à travailler. Il y a quand même un mouvement toujours de l'incidence pelvienne. Le bassin, le sacrum peut bouger, vous le savez, puisque vous faites des arthrodèses. Oui, mais ça bouge encore plus chez l'enfant. Plus que chez la personne âgée. Mais même chez la personne âgée, ça peut avoir des conséquences dessus, avec un retravail de sa incidence pelvienne. Et quand même, on a un primum movens qu'on connaît, c'est que la scoliose, ça donne un dos plat. La torsion va amener la courbure de syphose dans le plan frontal. Donc, oui, mais vous dites, son hypothèse, c'est que ça vient de l'incidence pelvienne. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ah, j'ai pas compris. Oui, mais l'autre mismatch, c'est que la lordose ne s'arrive pas à s'adapter au dos plat. Moi, j'aurais les mêmes résultats, je les aurais interprétés différemment. Après, ça tout se discute, je pense, mais les mêmes résultats, je les aurais interprétés différemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la prochaine communication, 8 clusters plutôt que 3 améliore la granularité d'un algorithme de clustering chez les patients présentant une déformation achidienne de l'adulte. Je ne suis pas Cécile Roscoe, mais je vais la remplacer. Donc, en fait, les techniques d'apprentissage automatique sont utilisées maintenant à chaque fois qu'il y a une base de données significative. C'est utilisé en médecine, mais dans d'autres aussi circonstances. Un petit rappel, on commence toujours par un apprentissage non supervisé. Ça veut dire quoi non supervisé ? Ça veut dire qu'on va donner des paramètres à la machine et selon ces paramètres, la machine va rassembler les individus selon leur ressemblance. Donc elle va créer des groupes et si vous voyez sur cette image en haut, celle-là, ce sont les différents paramètres avec leur importance. Donc elle va les diviser en différents groupes et une fois divisés en différents groupes, on va donner un indice à la machine avec un élément à surveiller, par exemple l'indication chirurgicale ou la complication. Et là, on va faire l'apprentissage supervisé
où la machine va nous donner les paramètres qui sont en lien avec l'apparition de cet événement, que ce soit une complication ou une indication opératoire. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui? Je ne parle pas de toutes les études de l'ESAJ, mais uniquement des études que nous avons faites à Bordeaux. Donc on a déjà le clustering, le regroupement dépend des paramètres qu'on choisit. Si on choisit par exemple dans le C16 des paramètres orientés vers les scores cliniques, on va avoir différents groupes que si on choisit les paramètres liés à des variables radiographiques. Pourquoi c'est important de les différencier? Parce que si on cherche des complications mécaniques, par exemple, peut-être qu'il faut mieux utiliser le C12, et si on cherche une évaluation de l'évolution de MCID en post-opératoire, il vaut mieux utiliser le C16. On a trouvé aussi que le clustering permet de prédire l'indication chirurgicale. Il permet de la prédire surtout chez les patients âgés. Il permet moins de la prédire avec une erreur à peu près de 37% chez les patients jeunes. Ça, c'est important, on va voir après pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que la machine peut mieux prédire que l'humain? On a fait aussi cette étude en regardant les patients opérés uniquement. Et on a regardé si la machine dit il faut les opérer ou si la machine dit il ne faut pas les opérer. Et tous ces patients ont été opérés. Et on a trouvé que quand la machine dit qu'il faut les opérer et qu'on les opère réellement, ces patients-là arrivent à un score clinique meilleur que quand la machine dit il ne faut pas les opérer et nous on les opère. Donc, peut-être elle arrive à découvrir les patients qui vont s'améliorer avec l'opération plus que le médecin. Si on regarde le MCID, habituellement, le MCID est considéré fixe pour un score clinique. Par exemple, le SRS 22, le MCID, on le connaît, il est de 0,71. Avec l'intelligence artificielle, on a trouvé que finalement, le MCID doit dépendre de chaque cluster. Donc, le MCID n'est pas fixe pour un score, il est toujours variable par rapport au groupe qu'on souhaite étudier. Ça, c'est aussi un élément qui est important. Par rapport aux complications mécaniques, pareil, en utilisant la méthode de clustering, on a trouvé que les facteurs de risque de complications mécaniques ne sont pas les mêmes chez les adultes. On parle que chez des adultes ici, donc les facteurs mécaniques, les facteurs qui sont en relation avec les complications sont variables selon les clusters. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'on avait fait avec la division en 3 clusters, on va voir qu'est-ce qui se passe si on va passer on va voir plus en profondeur la population. Si on regarde, ça c'est la classification en 3 clusters. Si on regarde avec une petite loupe, le dendinogramme que vous voyez à gauche, on voit bien que, si on regarde, c'est vraiment 3, mais à l'intérieur, il y a aussi des sous-groupes. On peut les voir, c'est à peu près 8. Sur l'image à gauche, vous voyez les différents paramètres avec leur importance. En fait, chaque fois la flèche s'approche du cercle, ça veut dire que c'est un paramètre important, et quand il est loin du cercle, c'est un paramètre moins important. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la machine? On lui donne encore plus de data, et elle va pouvoir diviser ces 3 groupes, finalement, en 8 groupes qu'on voit ici. Alors, pourquoi c'est important? On va essayer de pallier à l'insuffisance de la division en 3 groupes. Ça a permis de diviser en 3 groupes pour les patients jeunes, 3 groupes pour les patients avec un déséquilibre modéré, donc un peu moins les plus âgés, mais avec un déséquilibre modéré, et 2 pour les déséquilibres sévères. Commençons par le premier groupe, donc c'est les patients jeunes, et regardez comment elle les divise. Bon, on ne lui dit rien à la machine, on ne va pas lui dire divisez-les de cette manière ou de cette manière. Donc elle va choisir et elle va les diviser comme elle veut. Et regardez qu'est-ce qui sort. Je vous montre celui le plus important, c'est le groupe 1, où on voit que c'est plutôt les plus jeunes des jeunes, et ça ressemble beaucoup aux adolescents. Il y a 0% d'ostéotomie. Le groupe 2, c'est le groupe, il y a des syphoses, il y a beaucoup d'ostéotomie transpédiculaire, et c'est donc, elle a séparé toute seule les Sherman des jeunes qui ressemblent aux adolescents, et elle a mis de côté les plus vieux qui ont un ODI augmenté et qui ressemblent plus aux patients âgés. Donc vous voyez, le groupe jeune, il était hétérogène. C'est peut-être pour ça que notre indication opératoire n'était pas très fiable quand on le prenait en un seul groupe. Donc le deuxième groupe, qui est le groupe moyen, avec un déséquilibre sagittal moyen. Et on voit ici aussi, ça a été divisé en 3 sous-groupes. La classe 4, donc, avec un groupe qui ressemble, qui est jeune
et qui est plus jeune que les autres et qui est associé avec un ODI qui est bas. Donc c'est le groupe où il est le moins sévère de l'ensemble. Le groupe moyen où il y a plus de syphose, donc c'est plutôt les Sherman qui ont vieilli avec une fixation pelvienne qui est faible, vous voyez 53%. Et puis le classe 6, ce sont les sévères sur le plan ODI, mais qui sont toujours modérés sur le plan radiologique. Et on voit que c'est l'ODI qui est plus augmenté que les autres. Et en dernier, c'est le groupe des personnes très déséquilibrées. Et tout de suite, la machine va les diviser en deux groupes. Un groupe avec un déséquilibre coronal et un groupe avec un déséquilibre sagittal. Et si on regarde le déséquilibre coronal, qui est la classe 7, on voit aussi qu'ils sont déséquilibrés de profil, alors que l'autre, ils ne sont pas déséquilibrés de face. Donc, on voit bien directement que la machine arrive à les séparer. Normalement, quand on va plus loin dans la division des groupes en sous-groupes, on peut avoir plus, puisqu'avec 8 sous-groupes, on peut avoir plus de mélange. Et donc, on risque de perdre en précision, mais finalement, ça dépend de la méthode de clustering qu'on utilise. Et avec la méthode LDA, la précision, donc l'incertitude, elle est de 8,7%, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, on est très précis, comme si on était encore à 3. Donc, on voit ici la division à 3 et à 9 groupes, et le taux d'erreur, il est inférieur à 9%. Donc, en conclusion, on peut dire que cette classification permet de mieux comprendre les différents groupes de scoliose de l'adulte. Donc, il y a des futures analyses à faire. On a déjà commencé par faire les futures analyses. Donc, le premier travail que nous sommes en train de faire, ça concerne les complications mécaniques. Donc, on a trouvé particulièrement que la division en 8 groupes permet donc d'améliorer la précision dans les sous-groupes, en particulier du jeune et de déséquilibre sévère. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on avait des imprécisions avec la division en 3 groupes. Et aussi pour le MCID, on a trouvé que la subdivision en 8 groupes, permet une meilleure précision aussi chez les sujets jeunes et les patients très déséquilibrés, donc qui étaient avant dans le groupe 3. Donc, au total, ce qu'on peut dire que le clustering permet de diminuer l'hétérogénéité des groupes dans la scoliose de l'adulte, que le clustering, il est toujours important à utiliser, que ce soit pour la décision chirurgicale, pour le MCID, pour le risque mécanique et les complications, et qu'à la fin, ça reste un outil de décision et ne va pas se substituer à un jugement clinique. Je vous remercie. Merci à toi. Est-ce que, juste avant qu'on passe aux questions, tu peux nous refaire, parce que là, ça a été assez vite, tu peux nous refaire les 8 groupes, là? Ah oui, bien sûr. Donc, en fait, les 3 groupes, c'est quoi? Je vais commencer par les 3 groupes. Le premier groupe, c'est les jeunes. On ne parle que des adultes, hein, on ne parle pas des enfants. Donc le premier groupe, chez les jeunes. Et c'est le groupe qui pose le plus de problèmes, en fait. Parce que jeunes, en gros, c'est jusqu'à 40 ans ou 50 ans. Mais en fait, quand on dit jeune, l'âge est un des paramètres. Donc il n'y a pas un cut-off. Donc dans le groupe de jeunes, on peut vous trouver parfois des 60 ans. Mais nous, on l'a appelé le groupe de jeunes. Mais ce n'est pas un groupe de jeunes. Et il est important de regarder. Je vais vous montrer une. Ah, ce n'est pas celui-là. Vous pouvez mettre le bon. C'est le dernier. Non. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, je vais vous montrer, il y a celle-là. Celle-là, c'est très important de regarder ici. En fait, à chaque fois qu'on crée un groupe, il n'y a pas tout, mais il y a certainement l'âge à un certain endroit. Donc, il y a une importance qui est variable de chaque paramètre. Et donc, la machine, elle ne va pas juste mettre tous les plus de 60. Ça, c'est nous, on peut le faire. La machine va prendre l'ensemble des paramètres. Elle va donner une importance à chacun des paramètres. Elle va les regrouper pour mettre ensemble ceux qui se ressemblent le plus. Donc, elle a divisé
en 3 groupes, et après, elle a divisé chaque groupe soit en 2, soit en 3. Le premier groupe, je vais revenir. Voilà, ça, c'est le groupe, on va l'appeler le groupe de jeunes, mais ce n'est pas le groupe jeune, en fait. On va l'appeler comme ça parce qu'on a vu que ce facteur est le plus important. Donc, c'est un groupe le plus hétérogène. Donc, elle a trouvé dans ce groupe, un sous-groupe, la classe 1, où c'est les plus jeunes des jeunes. Vous voyez, le moyen d'âge ici, c'est 40 et 42, et ici, c'est 27. Et dans ce groupe, il n'y a pas eu d'ostéotomie. Donc, en fait, c'est le groupe qui ressemble aux AIS, aux scolioses de l'adolescent. Elle a trouvé dans le groupe 2 les kyphoses, et là où il y a le plus d'ostéotomie. Donc, ça, c'est le groupe qui comprend certainement les kyphoses post-traumatiques et les kyphoses de Scheuermann. Et elle a trouvé le 3e groupe, donc on est toujours dans le groupe 1 si on veut, qui, lui, il a un ODI plus élevé que les autres. Il ressemble vraiment un peu au vieux. Donc ça, c'est intéressant que ça va diminuer l'hétérogénéité de chaque groupe dans l'année. Ça, c'est le groupe 1. Le groupe 2, c'est le groupe des patients qui ont un déséquilibre. Donc radiologiquement, ils ne sont pas sévères, mais sur le plan clinique, ils peuvent être modérés ou sévères. Et là, elle a divisé aussi en 3 groupes. Si on prend la classe 6, c'est le plus sévère. La classe 5, c'est eux qui ont le plus de kyphose. Donc c'est comme les Scheuermann vieillis. Et le classe 4, ce sont les classiques où il y a toujours une fixation pelvienne. Vous voyez, la fixation pelvienne, elle est importante dans le 4 et le 6. Ce sont les classiques, donc soit sévères, soit pas sévères sur le plan, PROMS, sur le plan clinique. Et le groupe 5, qui est le groupe avec le plus d'ostéotomie, mais le moins de fixation pelvienne. Donc ça, c'est le groupe des Scheuermann vieillis. Et puis à la fin, il y a le groupe des patients âgés avec un déséquilibre sévère, et tout seul, elle est divisée en 2, un avec mixte et un avec uniquement sagittal. Donc c'est intéressant de trouver que la machine, elle arrive à faire ça toute seule. Donc après, bon, c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup d'analyses statistiques et d'intelligence artificielle derrière ça. C'est Daniel Larieux qui le fait pour nous, mais c'est très intéressant parce que là, ce que je vous ai montré, par exemple, concernant l'indication opératoire, on a remarqué que quand la machine dit il faut opérer et il ne faut pas opérer, et nous on opère, on a de moins bons résultats. Donc c'est intéressant. Ça ne s'applique pas au cas par cas, mais à la fin, si on arrive à faire une individualisation complète, ça serait génial. Oui. Moi je trouve ça tout à fait passionnant. La seule question que je me pose, c'est quelle question vous posez à la machine pour qu'elle fasse le clustering ? Le clustering, c'est la seule où on ne pose aucune question. C'est-à-dire, le clustering, on dit, alors on fait une chose, on lui donne les paramètres qu'on veut clusteriser, c'est-à-dire les paramètres. Alors là, on va parler de collinéarité aussi. Donc, en fait, on va lui donner, on va dire à la machine, grouper les patients, faites des groupes de ces patients selon ces paramètres-là. Nous, on va définir les paramètres. Donc, il y a 2 manières que nous avons fait. Les Barcelonais, ils ont fait 16 paramètres. Ils ont mis des paramètres cliniques en majorité. Et nous, à Bordeaux, on a mis, parce qu'on aime bien les radios, on a mis des paramètres radiologiques en majorité. On a des clusters qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques. Et l'utilité, après, n'est pas les mêmes. Si on cherche des complications mécaniques, il vaut mieux peut-être utiliser notre clustering à nous. Si on cherche comment les patients s'améliorent sur le plan clinique, peut-être qu'il vaut mieux utiliser les C16, donc là où il y a plus de paramètres cliniques. Donc on ne pose aucune question, on donne les paramètres. Alors il y a une erreur à ne pas faire, c'est de mettre 2 paramètres qui vont toujours dans le même sens, parce que ça fait perdre la machine. Donc il faut être intelligent en mettant le paramètre. Par exemple, si on met à la fois le pelvic tilt, le SVA, le global tilt, le SSA, la machine va être complètement perdue. Il faut qu'on décide de 1 ou 2 et on va dire, ça c'est les paramètres sagittaux. Donc là, il faut faire attention. Mais on ne pose pas de questions pour le clustering. Après, donc ça c'est unsupervised, donc non supervisé. Après, quand on veut faire, supposons qu'on va vérifier, je ne sais pas, les PGK. Donc à ce moment-là, on va dire à la machine, ces patients-là ont une PGK. Trouvez-nous les facteurs de risque. Et là, elle va trouver des facteurs de risque dans la population globale, mais aussi dans chacun des clusters.
Et là où on voit que, par exemple, le PGK peut avoir des facteurs de risque différents si on parle des patients qui ont Sherman, ou si on parle des Sherman à 50 ans, ou si on parle des patients qui ont un Dopla, ou donc des différents sous-groupes. Et c'est là où c'est intéressant, parce que souvent, quand on prend une série, on sort des facteurs de risque, mais c'est des facteurs de risque sur la globalité de la série. Alors qu'avec cette technique, on peut cibler chaque groupe et on peut voir. On a confirmé que ce ne sont pas les mêmes, en fait, les facteurs de risque. Les facteurs de risque varient selon les clusters. Voilà, c'est un exemple. J'avais une question justement sur ce clustering, Ibrahim. Je me demande si la machine, justement, elle ne pourrait pas partir à l'inverse de la complication neurologique. Est-ce qu'elle n'est pas partir de là pour trouver des facteurs prédictifs dans des deux groupes, c'est-à-dire analyser un taux là, ce qui est exposé, un taux de complications neurologiques pour aller chercher des différences dans les classes 7 et 8. Ben, si, tout à fait. Donc, oui, donc mais on non, part pas non, elle ne part pas de ça. Non. Dans le clustering, il n'y a pas de résultat. On ne donne aucun résultat à la machine. Dans le clustering, on ne donne aucun résultat. Donc on ne donne que des paramètres. La deuxième partie n'existe pas. Dans le clustering, la deuxième partie de ton tableau c'est la deuxième étape où on cherche quelque chose. D'accord. Une petite question. Est-ce que vous avez commencé à essayer de voir en préopératoire et de prédire le résultat ? Je n'ai pas compris comment. Là tu es capable de dire que la machine va prédire un résultat, que les patients opérés ont un meilleur résultat. Est-ce qu'on peut partir de l'inverse et dire, voilà, je mets un patient avec déjà toutes les données qu'on connaît. Est-ce qu'il y a une prédiction de bons résultats ? Oui, elle peut, tout à fait. C'est tout à fait possible. Vous avez commencé à faire ça ou pas ? C'est tout à fait possible. Et alors, du coup, est-ce que vous avez commencé aussi à piéger la machine en lui mettant un patient lambda qui n'a pas d'indication chirurgicale parce qu'il va bien, mais qui a un nodiaï perturbé pour autre chose ? Voir si elle se plante aussi ou pas ? En fait, ça fait partie de l'entraînement de la machine. Donc ça c'est fait à l'avance. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Quand on veut, par exemple, vérifier, supposons on va parler des complications mécaniques, on va prendre 80% de la base de données et on va mettre 20% de côté. Donc sur les 80% de la base de données, on va faire on va tester, on va laisser la machine utiliser les données de 80% pour sortir ces indications. Une fois c'est sorti, on va valider sur les 20%. Et ça peut se faire parfois en 5 fois, c'est-à-dire on prend 20-80, 20-80, 20-80, etc. Donc c'est assez complexe. Et comme ça, on peut gagner en fiabilité. Merci. Il ne restait pas un petit truc là de... Une communication de Yann-Philippe Charles, hein, du coup. On grignotera un petit peu sur... Alors, on avait fait ici un modèle aussi pour voir quel était le rôle des phénomènes de compensation de la syphose jonctionnelle et dans le registre ESSG, quand on instrumentait au sacrum et au bassin, au-dessus et ou en dessous de la jonction thoracolombaire, on a regardé en éléments finis. Donc l'hypothèse, c'est qu'il peut y avoir des mouvements réciproques, c'est-à-dire une rétroversion pelvienne qui se refabriquait en post-opératoire et une syphose thoracique qui réaugmentait, et que cela pouvait varier en fonction de la UAV. Et l'objectif était d'analyser quel était l'impact de ces mouvements réciproques. On a regardé donc 351 patients d'âge moyen de 65 ans correspondaient à une instrumentation qui était soit au-dessus de la charnière thoracolombaire ou juste en dessous, sacrum et bassin, qu'on a regroupé donc dans deux groupes thoracique inférieur et lombaire supérieur, avec des taux de PGK qui sont légèrement au-dessus de 20%, donc un petit peu ce qu'on trouve en moyenne dans la littérature. Quand on regarde en préopératoire, les deux sous-cohortes étaient strictement équivalentes, donc il n'y a pas trop de différences épidémiologiques. Quand on regarde les différentes variables chirurgicales, enfin tout ce qui est implant, etc., il n'y a pas trop de différence en type d'instrumentation et d'influence de tout ça.
En revanche, quand on regarde l'alignement préopératoire, on voit qu'il y a une syphose à la jonction thoracolombaire, donc T10, L2 plus grande pour les patients qui avaient un PGK et PGF, donc ça c'est déjà les patients à risque qui va faire probablement instrumenter au-dessus de la jonction thoracolombaire, et une SVA C7 plus grande. Quand on regarde l'alignement post-opératoire à 6 semaines, et ça c'est vraiment le facteur déterminant, on voit que tous les patients qui avaient un PGK et PGF avaient globalement une rétroversion du bassin et un déséquilibre antérieur résiduel, ou on peut dire aussi qu'il s'est peut-être refabriqué, ça on ne sait pas très bien, en tous les cas en post-opératoire précoce. Tous ces patients avaient une syphose T10L2, y compris ceux qui avaient été opérés et instrumentés dans cette zone plus grande que ceux qui n'avaient pas de PGK, et dans les composantes du GAP score, une version pelvienne relative et un RSA relatif plus grand. La différence entre les deux groupes était que pour les patients qui avaient une instrumentation avec une UAV dans la partie thoracique inférieure, donc les montages les plus longs, ils avaient une composante avec une syphose thoracique globale plus importante, c'est-à-dire un bras de levier qui probablement augmentait du fait que la syphose augmentait, et une SVA de C7 plus importante que les patients qui avaient une instrumentation qui s'arrêtait en dessous de la jonction thoracolombaire. On a essayé de faire la corrélation de tout ça et d'expliquer les choses mécaniquement avec un modèle en éléments finis, avec instrumentation d'une part L2 bassin versus T10 bassin avec un chargement légèrement en offset avec 400 newtons en effort axial. On a essayé de regarder par rapport aux données normatives qui a été faite ici à l'ENSAM sur des plateformes de force en cabinéos. La ligne de gravité passe à peu près 30 mm en avant de L1, d'où l'offset de 30 mm pour le bassin normal. Et puis après, on a essayé de décaler un peu artificiellement ce chargement à 60 et 90 pour simuler la déviation antérieure de la SVA. Pareil pour la version pelvienne, 8 degrés, une version pelvienne normale, on l'a un petit peu augmenté à 18 degrés et 28 degrés pour des grandes versions pelviennes. On regarde les forces de compression d'abord pour les instrumentations courtes versus longues. Donc court, c'est les barres bleues, et longues, donc qui s'arrêtent en T10, c'est les oranges. La force de compression, c'est la compression axiale au niveau du plateau supérieur de la dernière vertèbre proximale instrumentée UAV. Et ce que vous pouvez constater, c'est que lorsqu'on augmente l'offset, eh bien, sans grande surprise, cette force de compression augmente, et on voit aussi qu'elle est largement plus importante pour les barres oranges, c'est-à-dire les patients qui sont instrumentés au-dessus de la jonction thoracolombaire par rapport à en dessous. Lorsqu'on regarde les efforts en cisaillement, c'est les efforts qui vont parallèles au plateau et vers l'arrière parce que légèrement inclinés vers l'arrière, c'est-à-dire en leur dos supérieur. On a tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est les patients qui sont instrumentés jusqu'en lombaire proximal, L2, qui aura un effet de cisaillement postérieur qui sera plus important. Ce qu'on voit aussi lorsqu'on augmente légèrement la version pelvienne, c'est un petit effet protecteur, ce qui veut dire que lorsqu'on rétroverse légèrement son bassin, ça diminue cet effort en cisaillement qui est probablement le mode de faillite sur les instrumentations qui s'arrêtent en dessous de la charnière thoracolombaire. En conclusion, on peut dire que pour les instrumentations T9, T11 jusqu'au bassin versus T12, L2 jusqu'au bassin, le taux de PGK et PGF est similaire, que la rétroversion pelvienne et le déséquilibre antérieur jouent un rôle pour les deux cas de figure pour le PGK et PGF, que la composante syphose thoracique augmentée et SVA augmentée est plus importante pour les patients qui ont une instrumentation qui s'arrête au-dessus de la charnière thoracolombaire. Et lorsqu'on fait la corrélation de tout cela avec la biomécanique en éléments finis, eh bien on voit que l'effet de compression effectivement est plus important pour les patients qu'une instrumentation qui est au-dessus de la charnière, et que l'effort de cisaillement est plus important lorsqu'on reste en dessous de la charnière. Tout ça, ça aide à composer un petit peu et à comprendre dans l'ensemble du puzzle si on se pose la question, est-ce que je vais au-dessus ou en dessous de la charnière thoracolombaire en termes d'instrumentation. Merci.